Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une conclusion qui sera à la fois la conclusion du chapitre que nous venons de finir sur l'affirmation de l'autorité royale et l'affirmation de l'État dans le royaume de France du XVIe au XVIIe siècle, mais également une conclusion du programme d'histoire, puisque cette conclusion va vous permettre ensuite d'ouvrir sur le programme de première, que ce soit la première générale ou la première technologique. Vous pouvez donc noter le titre de cette conclusion. Conclusion finale, la France et l'Europe à l'aube de la Révolution française. À travers cette conclusion, je vais essentiellement parler de la France, mais également ouvrir un peu plus sur le cadre européen. Le but, c'est de traiter du XVIIIe siècle et donc de vous faire comprendre quelles sont les causes profondes de la Révolution française, qui sera d'ailleurs le premier chapitre que vous allez étudier au mois de septembre. Alors commençons cette conclusion par un premier point. Le XVIIIe siècle, c'est tout d'abord une remise en cause de l'Église, avec un E majuscule, c'est-à-dire de l'institution, mais également de l'État royal en France. Commençons d'abord par la remise en cause de l'Église. Et là, je vais faire appel à vos connaissances sur l'humanisme et la Renaissance. Souvenez-vous, jusqu'au XVIe siècle, les connaissances, notamment les connaissances scientifiques, venaient principalement des textes qui nous venaient de l'Antiquité ou bien de l'Église, c'est notamment le cas de la Bible. Or, il y a un changement dès le XVIe siècle avec la Renaissance et l'humanisme, et surtout au XVIIe siècle, puisqu'à partir de ce moment-là, des savants décident de remettre en cause les savoirs anciens et donnent naissance alors à ce que l'on appelle les sciences expérimentales, en faisant des hypothèses, posant des hypothèses, qui sont ensuite vérifiées ou non par des expériences basées sur l'observation, ce que l'on appelle l'empirisme, et l'utilisation d'instruments, que ce soit les télescopes ou encore les microscopes. Ce qui est important à retenir sur cette période-là, c'est que, contrairement au Moyen Âge ou à l'Antiquité, affirmer une vérité ne suffit plus. Il faut maintenant la prouver, la démontrer. Et c'est bien ça, la science expérimentale. On expérimente, on fait une expérimentation, une expérience pour vérifier un fait. C'est bien un changement puisque ce n'est plus une pensée basée sur la croyance, mais une pensée cette fois-ci basée sur la raison. Un exemple justement de cette remise en cause et de ces sciences expérimentales qui apparaissent au XVIe, XVIIe avec Galilée. Galilée est un savant du XVIIe siècle, un savant italien, qui essaye, lui, de démontrer la thèse héliocentriste. Alors, qu'est-ce que la thèse héliocentriste? Il faut savoir que depuis l'Antiquité, depuis en fait Aristote et Ptolémée, on considère que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil, de même que toutes les autres planètes, tourne autour de la Terre. Avec Copernic au XVIe siècle, on a déjà l'hypothèse qu'en fait, la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais serait une planète comme les autres, et que le centre de l'univers serait le Soleil, l'étoile, et que toutes les planètes tourneraient autour de cette étoile. Galilée reprend cette hypothèse au XVIIe siècle, et il invente la lunette que vous avez en photo ici. Il utilise cette lunette pour observer justement les planètes. Grâce à l'observation, avec sa lunette astronomique, il va pouvoir affirmer, prouver ce qui n'était jusque-là qu'une hypothèse. Le problème, c'est que Galilée va diffuser ses découvertes, ce qui va déplaire fortement à l'Église. Il sera condamné par l'Inquisition à la résidence à vie. D'autres formes d'expérimentation apparaissent aussi à ce moment-là. Nous l'avions vu quand on avait travaillé sur la Renaissance. C'est le cas notamment des dissections, comme vous le voyez ici. De grands progrès sont faits au niveau de l'anatomie, de la connaissance du corps humain à l'époque, donc dès le XVIe, XVIIe siècle, grâce aux dissections, comme vous pouvez le voir sur ce tableau de Rembrandt. On a également
Des expériences qui nous permettent, à l'époque, d'améliorer les connaissances sur la circulation sanguine. Donc vous pouvez noter, en guise de trace écrite, premier élément, une remise en cause de l'Église et de l'État royal. Première flèche, vous notez que jusqu'au XVIe siècle, les connaissances scientifiques reposaient sur les textes de l'Antiquité et de l'Église, notamment la Bible. Dès le XVIe siècle, et surtout le XVIIe, les savants remettent en cause les savoirs anciens et donnent naissance, vous retirez le S d'ailleurs à la fin de naissance, aux sciences expérimentales en faisant des hypothèses vérifiées ensuite par des expériences basées sur l'observation et l'utilisation d'instruments. Exemple, au début du XVIIe siècle, le mathématicien Galilée essaye de démontrer que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Cela vient du mot hélios, qui veut dire soleil. Alors que depuis l'Antiquité, on considère que la Terre est au centre de l'univers. Vous rajoutez qu'alors qu'il diffuse ses découvertes, ses nouvelles connaissances, il est condamné par l'Inquisition, Inquisition qui est un tribunal ecclésiastique. Alors, ces nouvelles connaissances qui émergent sont largement diffusées par deux moyens principalement. Premier moyen, ce sont ce que l'on appelle les expériences publiques. La science à l'époque ne se fait pas dans des labos fermés au public, au contraire, les expériences doivent être publiques pour être reconnues. C'est le cas par exemple au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, des premiers vols de ballons, les premiers vols de montgolfières, comme vous le voyez ici, qui se font donc en public pour que des personnes de classes différentes, de groupes différents, puissent attester de cette expérience et de la réussite de cette expérience scientifique. Deuxième moyen utilisé, c'est ce que l'on appelle les ouvrages, les livres de vulgarisation, c'est-à-dire accessibles à un grand public. L'exemple parfait de ces ouvrages de vulgarisation au XVIIIe siècle, qui permettent justement à ces nouvelles connaissances scientifiques mais également techniques de se diffuser au plus grand nombre, c'est ce que l'on appelle l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui sont deux savants français. L'encyclopédie, c'est quoi? C'est une synthèse qui rassemble toutes les connaissances scientifiques et techniques de l'époque. Et encore aujourd'hui, lorsque vous achetez une encyclopédie, l'objectif d'une encyclopédie, contrairement à un dictionnaire, c'est de rassembler tous les savoirs d'une époque. En quelque sorte, l'encyclopédie du XVIIIe siècle est l'ancêtre du Wikipédia actuel. Cette encyclopédie va se diffuser en France, mais également dans le reste de l'Europe. Vous pouvez voir ici une carte des souscriptions à l'encyclopédie, c'est-à-dire que avant que l'encyclopédie, les différents volumes de l'encyclopédie paraissent, il fallait souscrire, c'est-à-dire donner une somme d'argent, réserver en quelque sorte votre exemplaire de l'encyclopédie. Vous voyez que cette diffusion, elle s'est faite principalement dans les villes françaises. L'encyclopédie, bien évidemment, est accessible aux personnes qui savent lire, donc plutôt à une élite urbaine bourgeoise. Vous pouvez donc rajouter, dernier paragraphe de cette remise en cause de l'Église, ces nouvelles connaissances se diffusent dans la société grâce à des ouvrages de vulgarisation et des expériences publiques. Exemple, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est parue entre 1751 et 1772, qui rassemble les connaissances scientifiques et techniques de l'époque. Conclusion, on a là, avec les sciences expérimentales, une remise en cause de l'Église, puisque l'Église est basée sur la croyance, alors que la science est basée sur la raison, la preuve. Nous passons à la seconde partie, cette fois-ci la remise en cause de l'État royal. Le XVIIIe siècle, c'est l'apparition de nouvelles idées, on en a un peu parlé lorsqu'on a travaillé sur le modèle britannique. Ce sont des savants, des écrivains, des philosophes de toute l'Europe, et notamment de France,
c'est le cas de Rousseau, c'est le cas de Diderot ou Montesquieu, qui défendent des idées et qui ont surtout un regard critique vis-à-vis de la société. Ils ont aussi un regard critique vis-à-vis du roi et de son pouvoir. Et ces philosophes, c'est ce que l'on appelle le mouvement des Lumières. Ces savants remettent en cause le pouvoir absolu du roi, le fait qu'il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, et eux défendent la liberté. C'est le cas notamment de Rousseau. Vous le voyez ici dans ce texte issu justement de l'encyclopédie, dans lequel il a écrit une définition de l'autorité politique. Voici l'extrait. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Il vise bien évidemment le roi. La liberté est un présent du ciel. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation. Donc l'encyclopédie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ouvrage de vulgarisation de connaissances scientifiques et techniques, mais c'est aussi un moyen pour ces philosophes des Lumières de critiquer le roi et la monarchie française. Vous avez également Montesquieu, Montesquieu qui lui défend surtout la séparation des pouvoirs. Lisons le deuxième extrait de l'Esprit des lois. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, pour Montesquieu, on ne peut concentrer le pouvoir en une seule main, puisque de toute manière, il y aura des abus. Donc, il faut qu'il y ait au moins deux institutions qui se partagent le pouvoir pour avoir une sorte de balance, d'équilibre. Troisième extrait, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Qu'est-ce qu'il dit là? Puissance de juger, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir de rendre la justice. La puissance législative, c'est celle de faire adopter des lois. Et la puissance exécutrice, c'est celle de pouvoir faire appliquer les lois. Ce qu'il dit dans cet extrait, c'est que ces trois pouvoirs, pouvoir judiciaire, législatif, exécutif, doivent être impérativement séparés et ne pas être rassemblés, comme c'est le cas au XVIIIe siècle, entre les mains d'un seul homme, le roi de France. Alors, toutes ces idées qui sont révolutionnaires pour l'époque et qui ne plaisent bien évidemment pas à la monarchie, se diffusent elles aussi, elles se diffusent notamment par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des salons, où l'on trouve principalement des bourgeois, quelques membres également de la noblesse. Un salon très connu et très réputé à l'époque à Paris, c'est le salon de Madame Geoffrin, que vous voyez ici en tableau. Donc Madame Geoffrin est juste ici. Et vous avez une assemblée de bourgeois, mais également de savants, de philosophes, qui viennent lire leurs textes lors de ces salons. Vous pouvez donc noter, deuxième flèche, depuis le début du XVIIIe siècle, des savants, écrivains, philosophes de toute l'Europe, comme Rousseau, Diderot ou Montesquieu, portent un regard critique sur la société. Ils forment le mouvement des Lumières. Ces savants remettent en cause le pouvoir absolu du roi, qui concentre tous les pouvoirs et n'agirait que dans son propre intérêt. Les philosophes des Lumières défendent la liberté, la séparation des pouvoirs, prônent la tolérance. Alors, la tolérance, c'est le fait d'accepter toutes les religions. Donc bien évidemment, on vise notamment les protestants. Et vous rajoutez que la pensée des Lumières se diffuse dans la société par l'intermédiaire de cafés, de salons, où se retrouvent nobles et bourgeois, mais aussi grâce à des pamphlets satiriques, c'est-à-dire des textes qui se moquent. Et qui se moquent de qui? Soit du roi, soit de ses ministres. Alors pour rappel, ce mouvement des Lumières s'inspire fortement, tout d'abord de l'Angleterre, des révolutions anglaises du XVIIe siècle, de cette monarchie parlementaire où le pouvoir est séparé entre le roi et le Parlement, mais également de ce nouveau venu dans les États du monde que sont les États-Unis, cette république que l'on a vue, république fédérale. Tout cela inspire beaucoup les philosophes des Lumières, et pour eux, ce sont deux exemples qui montrent bien que la monarchie absolue n'est pas la seule possibilité. Donc, dans ce premier point,
Nous venons donc bien de voir qu'il y a une remise en cause au XVIIIe, à la fois de l'Église, mais également de l'État royal. Deuxième point de cette conclusion, on a également, à l'époque, une monarchie française en crise, et elle connaît d'ailleurs 3 crises. Donc, dans votre cahier que vous prenez en format paysage, au centre, vous faites une forme ovale dans laquelle vous marquez une monarchie française en crise, au pluriel, et nous allons voir chacune de ces crises une à une. Première crise, c'est tout d'abord une crise économique. Rappelez-vous, la monarchie française, Louis XVI, a apporté un soutien aux insurgents, aux rebelles américains dans leur lutte pour l'indépendance contre l'Angleterre. Bien évidemment, cette guerre a coûté très cher à la France. La France a dû faire des emprunts pour un total de 530 millions de livres, ce qui est énorme. Et bien évidemment, ces emprunts, ensuite, il faut les rembourser. Or, cela va amener à une dette très importante de la France, à un déficit très important. Et si on regarde le budget que vous avez ici en 1788, vous remarquez que le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des emprunts, occupe une très grande place de ce budget. Si on regarde les chiffres, budget de l'État français en 1788, le service de la dette concerne 310 millions de livres sur un budget de dépenses de 620 millions. C'est-à-dire que la moitié des dépenses de l'État français en 1788, donc un an avant la Révolution française, concerne le remboursement de la guerre d'indépendance américaine qui a fini en 1783. Vous remarquez normalement une deuxième chose sur ce budget. Le total des recettes est de 503 millions de livres, les dépenses 620 millions. Cela veut dire qu'il y a plus de dépenses que de recettes. L'État est endetté, est en déficit. Ça, c'est le premier élément de cette crise économique. Donc vous pouvez noter, première flèche, crise économique, la monarchie connaît un déficit important creusé par sa participation à la guerre d'indépendance américaine. La monarchie française a donc besoin d'argent. Deuxième élément qui montre que l'on a une crise économique juste avant la Révolution française, c'est le fait, et vous le notez, que l'on ait des mauvaises récoltes en 1788 et en 1789. Donc on a 2 années de mauvaises récoltes. Des années de mauvaises récoltes, dues à quoi? Elles sont dues principalement au fait que c'est des années très pluvieuses, beaucoup de pluie, donc les champs sont inondés. On a également des hivers très froids, donc qui détruisent les cultures. Et cela, vous le notez, entraîne, donc égale, une hausse importante des prix, et notamment de ce qui est la base de l'alimentation des Français à l'époque, le pain. Le blé manque, et bien évidemment, le blé manquant, les prix vont augmenter, vont même exploser. Vous en avez ici une image avec ce graphique, donc vous avez l'augmentation du prix du blé et du seigle. Vous voyez que les deux courbes suivent exactement la même tendance. Le prix du blé était d'environ 20 livres tournois par setier en 1787. On arrive en 1789 à environ 35 livres tournois, ce qui est bien évidemment énorme. Je reviens à la trace écrite, donc hausse importante des prix, notamment du pain, égale, donc conséquence, un problème de la faim, on a un début de famine, et quand le peuple a faim, il manifeste, donc plus manifestation de paysans contre les seigneurs dans les villes et d'ouvriers contre les patrons dans les villes. Donc c'était, tout à l'heure, les paysans dans les campagnes. On accuse notamment les riches propriétaires de stocker des grains, de stocker du blé, pour s'enrichir sur le dos des pauvres. Il y a une rumeur à l'époque, comme quoi les nobles garderaient pour eux le blé et attendent que les prix soient les plus élevés pour ensuite le vendre. Donc voilà, première crise de la monarchie française, une crise d'abord économique. Seconde crise, c'est une crise, cette fois-ci, sociale.
Il faut savoir que depuis le Moyen Âge, la société française est divisée en 3 ordres, en 3 groupes. Il y a tout d'abord le tiers-État, qui rassemble 98% de la population française. C'est ce que vous voyez en jaune ici. Ce tiers-État, il est très hétérogène, puisque vous trouvez des domestiques, des paysans, largement d'ailleurs des paysans, des artisans, des bourgeois, mais également des mendiants, l'équivalent des SDF d'aujourd'hui. Vous avez le second ordre qui est la noblesse. Depuis le Moyen-Âge, le rôle de la noblesse, c'est de se battre, tandis que le rôle du tiers-État est de travailler. Et enfin, vous avez le clergé, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de prier. La noblesse représente environ 1,5% à 2% de la population. Le clergé, lui, représente entre 0,5 et 1% de la population française à l'époque. Donc, très peu de choses. Toutefois, ces deux ordres, la noblesse et le clergé, concentrent énormément de privilèges, c'est-à-dire de droits ou d'avantages accordés par le roi à un individu ou à une catégorie de la population. Par exemple, le clergé comme la noblesse ne sont pas jugés de la même manière que le tiers-État. Ils ne font pas face aux mêmes tribunaux. Ils ont également, pour le cas de la noblesse, accès réservé à l'armée, c'est-à-dire qu'il faut forcément être noble pour être officier dans l'armée. Et surtout, et c'est là où ça va poser problème, le clergé et la noblesse payent très peu d'impôts, alors même que c'est eux qui concentrent le plus de richesses. N'oublions pas que la noblesse, ce sont des seigneurs qui possèdent des terres. On a aussi beaucoup d'évêques, d'abbés, de cardinaux, donc des membres du clergé, qui possèdent aussi des terres. Mais non seulement le clergé et la noblesse payent peu d'impôts, mais en plus, ils prélèvent eux-mêmes des impôts sur le tiers-État, en plus des impôts prélevés par le roi. Donc cela va bien évidemment créer des tensions très importantes. Cette concentration d'impôts par le tiers-État va amener, donc, comme je viens de vous le dire, à des critiques, à des tensions que l'on voit se matérialiser sous la forme de caricatures comme celle que vous avez à droite, où l'on voit un paysan du tiers-État qui est avachi, plié en deux, sous le poids, d'un membre du clergé, que l'on reconnaît avec la croix qu'il porte autour du cou, et 2, par un membre de la noblesse. L'idée, c'est de montrer que la noblesse et le clergé écrasent avec les impôts le tiers-État. Pour vous donner une idée de ce qu'est la fiscalité, c'est-à-dire les impôts pour un paysan à l'époque, je vous invite à regarder le document de gauche. Le paysan paye des impôts pour le royaume, c'est la taille, la capitation, le dixième, le vingtième, la gabelle, les traites, les aides, etc. Il paye aussi des impôts à sa seigneurie, donc tout paysan est sous les ordres d'un seigneur. Il paye donc le cens, mais différentes taxes également pour utiliser le four, le moulin, puisque le paysan, bien évidemment, ne va pas consommer son blé récolté, il faut le moudre. Pour faire du pain, il faut un four. Et tous ces objets, ces infrastructures, appartiennent au seigneur qui fait payer des taxes. Et enfin, le paysan doit aussi payer la dîme, c'est-à-dire un impôt, au clergé. Donc on a bien des paysans, des membres du tiers-État, qui payent des impôts à la fois au roi, mais aussi au seigneur et au clergé. Donc ils sont écrasés à l'époque par ces impôts. Vous pouvez donc noter, deuxième flèche, une crise sociale avec la remise en cause de la société d'ordre, qui est une société inégalitaire, où les nobles, 2%, et les membres du clergé, 1%, possèdent des privilèges, notamment le fait qu'ils payent peu d'impôts et en imposent au tiers-État. Le tiers-État, donc composé de paysans, artisans, bourgeois, etc., supporte l'essentiel de la fiscalité. Le problème de cette société d'ordre, c'est également qu'elle est très fermée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes membre du tiers-État, vous avez très peu de chances de devenir noble
ou membres du clergé. Il n'y a qu'une nouvelle catégorie qui apparaît surtout au XVIIIe siècle, qui peut monter en grade en quelque sorte, c'est les bourgeois. Alors les bourgeois, ce sont des personnes qui se sont enrichies notamment grâce au commerce et notamment grâce à la traite négrière et à l'économie de plantation qui se développe dans les colonies à ce moment-là. Ces bourgeois, qui ont donc de l'argent, qui sont fortunés, qui se construisent des maisons luxueuses dans les villes, vont acheter au roi des offices, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Ils achètent des charges au roi, et donc, grâce à cette charge qu'ils achètent, ils deviennent nobles. C'est ce que l'on appelle la noblesse de robe, contrairement à la noblesse d'épée, qui est, elle, une ancienne noblesse qui date du Moyen-Âge. Enfin, nous arrivons à la dernière crise de cette monarchie, qui touche cette monarchie à la fin du XVIIIe siècle, c'est une crise politique. Et en fait, cette crise politique, elle découle de la crise économique et de la crise sociale. C'est pourquoi je l'ai mis en dernier et tout en bas de cette carte mentale. Crise politique, vous notez que pour résoudre le déficit important de la monarchie, c'est-à-dire pour faire entrer plus d'argent dans les caisses de l'État, Louis XVI, qui gouverne à ce moment-là, veut faire payer l'impôt à la noblesse et au clergé. Jusque-là, noblesse et clergé payent très peu d'impôts. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui ont le plus de richesses. Donc, c'est la solution pour réussir à sauver la monarchie. Mais, vous le notez, ce projet rencontre la résistance des nobles qui veulent défendre leurs privilèges dans les parlements. Rappelez-vous, les parlements ont le droit de faire des droits de remontrance et refusent d'enregistrer cette réforme. Donc les parlements où sont enregistrées les décisions royales. Égale conséquence, la monarchie française n'arrive pas à se réformer. Le problème est là, l'État manque d'argent, l'État est déficitaire, la solution est toute trouvée, faire payer des impôts aux ordres qui ont des privilèges, et pourtant la machine bloque. Cela va amener, et ce sera le point final de ce programme, cela va amener Louis XVI a convoqué en 1789, en mai 1789, en tout dernier recours, c'est vraiment la dernière chance, les États généraux, c'est-à-dire une assemblée de députés de la noblesse, du clergé, du tiers-État, venant de tout le royaume. Vous pouvez donc noter la trace écrite suivante. Face à ce contexte tendu, Louis XVI décide en 1789, en dernier recours, de réunir les États généraux, c'est-à-dire une assemblée de députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État, venant de tout le royaume. Cet événement est à la fois le point final de ce programme d'histoire de seconde et l'événement qui va être le début de votre programme d'histoire de première. Nous avons donc terminé ce programme d'histoire. La suite, l'année prochaine. Il me reste maintenant à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes vacances. Reposez-vous bien avant d'attaquer cette année de première qui sera particulièrement chargée.